Brigitte, tu as Bonjour, besoin du bonjour son? mesdames Tu et peux baisser un messieurs, peu? bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Ibou et je suis ce soir avec le docteur Yves Ekwe Amaizo, économiste, directeur du think tank Afrocentricity. Bonsoir docteur. Bonsoir, monsieur Hibou. Alors merci d'avoir accepté notre invitation et soyez le bienvenu. Alors, en quelques mots, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Vous êtes docteur en économie, directeur du think tank Centricity. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Oui, en fait, mes activités professionnelles aujourd'hui sont plutôt dans les affaires, puisque j'ai une société qui fait du conseil, notamment au gouvernement et au patronat africain qui souhaite bien sûr soutenir l'Afrique. Oui. Je suis basé en Autriche et je le fais essentiellement avec des partenaires, avec des sociétés autrichiennes, mais pas que. Il y a les pays de l'Est, il y a l'Allemagne et un certain nombre de pays d'Asie. Ça, c'est pour ce qui nous permet de vivre. Mais à côté, il faut pas oublier notre continent. Et donc, nous avons ce groupe de réflexion et d'action. Et nous avons deux grands volets dedans. Nous réfléchissons à ce qui se passe. Tout n'est pas publié souvent d'ailleurs. De temps en temps, le cas du Mali nous a beaucoup intéressés. C'est pour ça que dans quelques jours, vous aurez un petit papier là-dessus aussi. Oui. Mais de manière générale, nous pensons les problèmes que tout le monde connaît ou l'actualité d'un point de vue des Africains. C'est pour ça qu'on appelle l'afrocentricité. Ça ne veut pas dire que c'est le seul point unique, mais nous avons des valeurs africaines. Oui. Nous avons une conception du vivre ensemble entre nous, c'est les Africains, entre nous avec le voisin européen, américain, chinois et russe, etc. Et donc cette conception-là, quand vous la mettez dans la gouvernance politique, économique, stratégique, ça donne une toute autre façon de voir la chose. Et il y a un problème de fond aussi, on ne peut pas avoir de l'information systématiquement toujours provenant des radios, télévisions qui sont la voix du maître. Et souvent des anciennes puissances coloniales ou des puissances néocoloniales, etc. Donc il faut aussi qu'il y ait une vue, un point de vue, si possible technique ou compétente, venant des Africains eux-mêmes. Et donc nous avons mis en place avec quelques groupes d'amis ce think tank qui est d'ailleurs très ouvert. Si quelqu'un veut publier, il suffit de me contacter. Oui. Nous sommes assez exigeants. Il faut citer les sources, il faut donner des éléments, il faut avoir une position assez technique, scientifique. Bien sûr, on peut donner sa position. D'accord. Et ça permet en fait de servir aussi d'éducation. D'accord. Alors, docteur, il y a une question qu'on voulait vous poser très rapidement. Vous savez, il y a beaucoup de Maliens qui estiment que la présence française au Mali a aggravé le terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, moi, je ne peux pas dire cela. Vous savez pourquoi? Oui. Il faut faire un tout petit historique. S'il n'y avait pas eu une intervention d'un certain Nicolas Sarkozy, donc de la France, pour prendre une décision du Conseil de sécurité, pour officiellement essayer de trouver une solution qui devait mener à la démocratie en Libye, et ce qui a ouvert la boîte de Pandore dans les problèmes de migration, dans les problèmes du Sahel, le Mali ne serait pas là où il en est. Donc, la première chose qu'il faut constater, la France est bel et bien responsable de l'essentiel du terrorisme au Mali. Il faut commencer par des éléments qu'on peut prouver et qu'on peut analyser. Et entre-temps, la France n'a pas trouvé de solution démocratique pour le moment en Libye et ne l'a pas trouvé dans la plupart des pays qui ont été, entre guillemets, touchés par cette évolution du terrorisme. C'est vrai, la France n'est pas seule responsable, il y avait les gens de l'OTAN, et beaucoup plus largement, il y avait du terrorisme mondial qui s'est agglutiné et qui aussi a trouvé sa place, non seulement au niveau de la Libye et dans les pays du Golfe là-bas, mais ils sont descendus justement dans le Sahel où il y a un certain nombre de poches où ils peuvent en fait circuler. Donc oui, la France est responsable. Est-ce qu'elle cherche à trouver des solutions? Elle s'est concentrée sur le côté militaire. Elle a oublié pratiquement tout le reste, même si elle fait de l'aide au développement ici et là. Et malheureusement, je pense, elle n'a pas beaucoup écouté les autorités nationales, pour ne pas dire sous-régionales et internationales. Et de ce fait, il y a eu comme une forme de diktat de l'approche choisie qui est restée essentiellement militaire. Et malheureusement, après pratiquement 8 ans,
il faut bien constater que la situation n'a pas, en fait, été résolue. Oui, mais elle s'est même aggravée, en fait, parce que c'était le Nord, une partie du Nord. Oui. Mais attendez, ça n'a pas été résolu. Moi, je vais doucement, ça n'a pas été résolu. Donc, si ça n'a pas été résolu, il faut se poser la question, toujours des responsabilités. Est-ce que tout ce qui était nécessaire à faire a été fait? Est-ce qu'on était venu uniquement pour la guerre? Est-ce qu'on était venu pour faire la partition? Je suis sûr que vous allez en parler, du Mali. Ou est-ce qu'on est venu aussi pour peut-être prendre les matières premières du Mali sans que le Mali ne soit au courant? Voilà, donc toutes ces questions, quand vous les mettez en perspective, vous pouvez vous poser la question. Alors, maintenant, pour le côté terrorisme, il faut aussi faire attention, ce n'est pas un groupe unifié. Vous avez beaucoup de dissidences à l'intérieur de ces groupes. Aujourd'hui, ils sont ensemble, demain, ils sont moins ensemble, demain, ils font des coalitions, demain, ils ne le sont pas. Et vous avez beaucoup de banditisme, de grands chemins, des fois alimentés par les États, par des mercenaires, par des gens qui payent ce qu'on appelle des armées privées, certains venant d'Afrique du Sud d'ailleurs, mais les responsables ne sont pas nécessairement d'Afrique du Sud, mais sont ailleurs. Donc nous sommes en train de rentrer dans quelque chose qui s'éclate en plusieurs composantes, dont certaines ne sont pas maîtrisables. Et donc il faut une force et qui permette d'avoir une vue d'ensemble pour pouvoir en gros maîtriser les points les plus difficiles, les plus compliqués. Et apparemment, la France n'a pas été capable de faire ça. Et ça peut donner cette impression que ça s'est empiré. Moi, je ne dirais pas ça. Je dis simplement que la France est concentrée sur une partie essentiellement du Mali, pour d'autres raisons peut-être, et en a oublié d'autres. Du coup, comme les groupes qui sont mouvants, qui bougent, ils ont circulé là où ils avaient le moins de résistance possible. Donc, il fallait un rapport de force qui se mette du côté des autorités maliennes, et c'est ce qui a été fait. Ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est plutôt en train de diminuer. Et il suffit de voir l'exemple de la Centrafrique voisine, nos voisins comme pays, et vous constaterez quand même que ça va beaucoup mieux de ce côté-ci, du côté du terrorisme. Alors ça, moi je ne donnerai pas la réponse que ça s'est empiré. Je dirais qu'il y a eu en fait plutôt un échec, et en même temps une absence de contrôle, volontaire ou pas, je laisse ça aux politiques. Et en réalité, moi je pense que les finalités étaient quand même pas claires. Les termes de référence des missions ne sont pas clairs et n'étaient pas nécessairement, dans tous les cas, pour faire sortir le terrorisme de ce pays. D'accord. Mais comment expliquez-vous que le Mali même n'ait pas pu se défendre seul? Parce que très souvent, on accuse aussi la France, mais nous, on devait se défendre aussi. Vous avez entièrement raison. Les radios, essentiellement occidentales, ont toujours mis un peu l'accent sur le fait que l'armée malienne n'était pas au rendez-vous. Ça aussi, je ne peux pas le partager, parce que vous savez très bien que le fondement de la guerre, c'est d'abord bien sûr l'argent, il faut trouver les moyens de les financer, et il faut tout simplement avoir de l'équipement. Donc, si les équipements que la France a à sa disposition avaient réellement été mis à disposition de l'armée malienne, ce qui aurait dû être l'objectif, quels que soient les types de programmes franco-maliennes, ONU malienne, tel ou tel bilatéral, en réalité, ça n'a pas vraiment été fait. Ça ne veut pas dire que quelque chose n'a pas été fait. Il y a eu des formations, il y a eu des gens sur le terrain, il y a eu des coopérations avec beaucoup de succès ici et là, mais il faut bien se rendre compte qu'en fin de parcours, on constate quand même que le résultat est globalement plutôt un échec. Et ça pose un problème de fond. C'est un échec sous des gouvernements dits démocratiques. Vous voyez bien la relation qui va arriver avec soit le coup d'État, soit carrément la notion de transition. Oui, donc, c'est vrai. à partir du moment où le système, on doit le questionner. Parce que, est-ce qu'il faut continuer comme ça? Apparemment, le régime aujourd'hui dit non. Ouais, voilà. Non, on va y arriver, effectivement. D'accord. Et donc, moi, j'en conclus qu'il faut simplement trouver que l'armée malienne soit avec les équipements adéquats. Vous savez, une armée, c'est une armée. C'est des gens qui ont fait des formations, c'est des gens qui se sont dédiés pour être des patriotes, donc protéger les frontières de leur pays. Ouais. Et si ici et là, on leur dit, vous n'êtes pas là pour ça, si ici et là, on leur interdit d'aller dans une partie de leur propre territoire, parce que ça s'est passé aussi, ça pose des problèmes. Absolument. Quand certains partenaires viennent pour les aider et qu'ils ont comme mission officielle de ne pas tirer sur ce qui bouge, ça pose aussi un problème. Parce qu'on se demande si vous êtes en guerre
ou si vous êtes dans une mission d'accompagnement d'une société civile dans des zones de guerre. Donc vous voyez, tout cela pose des problèmes, et ce n'est pas que la France, hein, c'est les Nations Unies, c'est l'Union Européenne, c'est beaucoup de gens qui sont impliqués dans cette histoire. Et là, apparemment, quelqu'un a décidé de mettre fin à cela avec un rapport de force beaucoup plus radical. Alors, est-ce que tout ça s'est fait de manière officielle? Oui. Est-ce que c'est passé par des voies officieuses? Aussi. Parce que vous avez aussi des mercenaires de tous bords qui font partie prenante de cette action. Certains pour de l'argent, certains parce qu'ils ont été télécommandés ou commandés, et certains tout simplement parce que, écoutez, on ne veut pas trop que les armées occidentales aient trop de pertes. D'accord. Voilà. Donc, on pourra détailler tout ça un peu plus tard. D'accord. Finalement, il y a eu tellement d'insécurité qu'il y a eu des mouvements, et de mouvement en mouvement, le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta est tombé, l'ancien président. Alors, on est rentré dans la transition, et dans cette transition-là, on a vu que les leaders de cette transition se sont dirigés vers la Russie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette union avec la Russie? Alors, moi, je voudrais d'abord féliciter une chose. On parle de coup d'État, mais il faut aussi voir que les coups d'État en Afrique sont régulièrement des coups d'État sanglants. Il suffit de citer le cas du Togo en 2005. C'est une catastrophe. Et qui a été évaluée par l'ONU, sous-estimée en termes de nombre de morts, de blessés et d'handicapés. Donc, il y a déjà le fait que c'est un coup d'État qui n'a pas fait couler, en tout cas, beaucoup de sang, voire pas du tout. La deuxième chose, il faut aussi reconnaître qu'il y a eu un soutien populaire relativement important, qui d'ailleurs a étonné les Occidentaux. Oui, absolument. Qu'ils croyaient que les Américains étaient peureux, dormaient, ne s'occupent pas de politique, ils ont été très étonnés. Alors que l'objectif de la démocratie, c'est qu'il y ait le maximum de gens qui soutiennent ce que vous faites. Donc, on est en train de voir que la démocratie à l'occidental ne s'applique pas tout à fait pareillement dans des pays africains, encore moins au Mali. Ce qui nous ramène, du coup, complètement dans la façon de penser le soutien populaire, le soutien d'une population pour des actions qui vont amener le pays vers un devenir qui arrange ce même peuple. J'insiste sur cet aspect-là pour pouvoir venir. Alors, votre question, je vous demanderai de la reformuler pour que je puisse maintenant vous le concentrer en fonction de ce que je viens de dire. Voilà. Donc, allez-y. Voilà. Donc maintenant, les gouvernants maliens se sont mis avec la Russie. Donc, reformulez votre question, comme ça je peux, parce que c'est en fonction de cet aspect-là que je vais pouvoir répondre. Allez-y. Oui, c'est ce que je vais dire justement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez de l'approche russe? Voilà. C'est dans ce cadre maintenant que vous allez voir. L'approche russe, laissez de côté le mot russe et transformez ça en rapport de force. Le Mali s'est retrouvé dans une situation où, militairement, pour ses frontières, financièrement, s'est retrouvé plutôt affaibli. Ça ne veut pas dire que le Mali n'a pas des ressources, mais était quand même affaibli. Donc, celui qui doit venir, un pays qui doit venir renforcer cela et empêcher cette faiblesse de devenir finalement une base pour un échec militaire ou un échec financier. Est-ce que les pays qui sont précipités pour aider le Mali, est-ce qu'ils ont fait ça? Sur le plan militaire, peut-être au départ, mais par la suite, on peut se poser des questions. Et là, je réponds à votre question maintenant. Le Mali a fait le constat que ce soutien n'est pas efficace. Et le Mali a décidé de rechercher d'autres partenaires qui pourraient être efficaces. Absolument. Le Mali est allé regarder dans son histoire. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le Mali a eu des relations avec la Russie, ou d'autres partenaires d'ailleurs. Il se trouve que dans l'histoire malienne, et du coup on tombe sur les militaires dont on parlait tout à l'heure, beaucoup ont été formés où? En Russie. Et donc n'ont pas subi, disons, la même formation que d'autres pays francophones ont subi en France. Donc sont aussi relativement indépendants des nombreux généraux ou décisionnels militaires français qui, bon an, mal an, continuent sous forme de coopération militaire dans les pays francophones. Et cette forme d'indépendance historique a permis des relations beaucoup plus rapides avec la Russie. Et la Russie, intelligemment, il ne faut pas oublier que M. Poutine est un
quelqu'un qui a fait surtout les services secrets, et donc il connaît bien comment fonctionnent les États, a aidé d'abord au niveau de la décision du Conseil de sécurité, la Russie et donc la Chine, qui a penché vers le Mali. Ce qui veut dire que le rapport de force politique au niveau du Conseil de sécurité s'est inversé. En posant le veto contre une résolution française qui voulait finalement prendre des décisions un peu comme ils l'ont fait en Libye contre le Mali, a échoué. À partir de là, il y a eu ce que j'appelle toujours l'effet de levier. Le pays qui était censé être faible militairement s'est retrouvé dans une position non seulement de capacité à se défendre, mais même à repousser les terroristes. Donc, oui, le Mali a choisi un autre partenaire sur la base de l'échec du précédent partenaire. Est-ce que le Mali dit qu'il ne veut pas le précédent partenaire? Non, le gouvernement a toujours dit qu'ils veulent et continuent à négocier, à travailler ensemble. Donc la question est de savoir pourquoi un État comme la France ne voudrait pas travailler à côté d'un État comme la Russie. Et c'est là qu'on ne comprend pas pourquoi toute l'information est concentrée sur un groupe de mercenaires dit Wagner, dont il n'apporte toujours pas la preuve en tant que tel dans le pays. C'est que les gens oublient que la France elle-même a ce qu'on appelle les légions étrangères, ce sont des mercenaires. Que la France a fait circuler pas mal de mercenaires en Afrique. Il suffit de rappeler au Bénin un certain Bob Denard. Bob Denard, oui. Que le Français qui est mort tout récemment, hier, avant-hier, au Bénin, excusez-moi, si vous regardez son pédigré, c'est un mercenaire français. Donc, écoutez, pour donner des leçons à des gens sur le mercenariat, je ne sais pas si la France est la mieux placée. Donc, pour revenir à votre question, il y a eu des accords inter-États. N'oubliez pas que dans les années 60, le Mali avait signé des accords militaires et des accords financiers. C'est ce qui va nous amener d'ailleurs à parler aussi d'une sorte de dépendance financière. Mais restons sur le côté militaire. Et donc, le Mali a pris une décision. Écoutez, on nous a fait confiance, on a respecté. D'ailleurs, le temps est venu de renouveler. Écoutez, nous voulons pas renouveler. Donc, nous avons cherché, est-ce que c'est tel pays ou tel pays? Le choix s'est fait sur la Russie, compte tenu de ces éléments historiques des agents militaires. Et je pense que le choix semble être un bon choix, puisque depuis ce jour-là, vous avez vu que d'un certain point de vue, le Mali, qui, comme d'autres pays, a subi des coups d'État, est un peu mis à l'index, et en même temps, sur le plan sécuritaire, ça commence quand même à s'améliorer. Absolument, c'est vrai, ça commence à aller. Alors, et effectivement, ça va beaucoup mieux. Alors, dernièrement, il y a eu les assises nationales au Mali. Alors, les Maliens se sont réunis et on dit, écoutez, nous voulons prolonger la transition entre 6 et 5 ans. 6 mois, de 6 mois à 5 ans. Et visiblement, la CEDEAO, elle veut 6 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est une question pertinente. Et moi, je ne la poserai pas comme ça. Les autorités maliennes, quand ils ont les recommandations des assises nationales maliennes. Si vous le lisez, même en tant qu'expert indépendant, vous allez constater qu'ils ont posé la question simple. Comment fait-on pour que les institutions maliennes refonctionnent de manière indépendante, refonctionnent de manière équitable pour tous les citoyens et soient pérennisées sans qu'on les remette en cause? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire qu'il faut en fait refaire une vraie réforme institutionnelle pour que les institutions soient ce que les Maliens et les Maliennes souhaitent et surtout perdurent. Rappelez-vous ce qu'avait dit le président Obama. Un État, c'est des institutions fortes et non pas des hommes forts. Donc, le Mali a choisi, les autorités maliennes ont choisi d'aller dans cette direction. Et donc, ils ont posé un certain nombre les Anglais parlent de milestones, c'est-à-dire des étapes par lesquelles ils doivent passer. On peut citer la Constitution, on peut citer le système judiciaire, pour tout ce qui est corruption, on peut citer le système militaire, comment on fait pour garder les frontières, donc avec qui on fait le partenariat, on peut citer le système sanitaire, est-ce que les Maliens doivent être en bonne santé, comment, pourquoi, on peut citer le système logistique, est-ce que le Mali doit toujours être dépendant de gens à gauche et à droite pour leurs approvisionnements, etc. Et quand vous avez vu ça, vous voyez ce que vous pouvez faire dans une période de transition et ce que vous pouvez faire en dehors de cette position de transition. Et donc,
ils ont estimé qu'un certain nombre de choses doivent se faire au cours de la transition, parce que s'ils ne le font pas, on va assister à ce qui s'est passé avant. Avant, vous avez en fait un gouvernement qui arrivait, qui était au pouvoir, et malheureusement, quand on fait le bilan, je vous dis encore une fois, et certains chiffres le montrent, la corruption a plutôt augmenté, ce qui veut dire que la gouvernance était plutôt une mauvaise gouvernance sur beaucoup de plans. Et ça, comme le résultat, dans un pays où il y a beaucoup de jeunes, c'est le chômage, c'est la difficulté, c'est l'immigration, les gens ne peuvent pas accepter. D'ailleurs, l'Europe ne peut pas, l'Europe est en train de chercher à mettre des murs de partout, les gens tombent dans la Méditerranée et meurent, et la seule solution, c'est de mettre des murs. Donc, ce n'est pas la solution. Donc, il faut bien trouver une solution. Les gens restent chez eux, travaillent chez eux. D'ailleurs, dans mon premier livre, j'avais dit que l'avenir de l'Afrique passe par ce qu'on appelle l'économie de proximité. Quand vous fabriquez, vous transformez quelque chose, le manioc en un bon foufou, il vaut mieux le manger chez le voisin que de l'envoyer en Chine, au Japon ou en Espagne. Et tout ceci fait partie d'un système de recyclage d'environnement dont il faut tenir compte globalement. Je reviens sur votre question de fond. Ouais. Et donc, cette transition a posé un certain nombre d'étapes à passer, d'institutions à réformer, voire révolutionner. Et pour le faire, ils ont estimé des délais. Et ils ont additionné les délais. Oui. Quand vous dites pour faire la Constitution, il vous faut 2 mois ou 3. Quand vous dites qu'il faut pour ceci tel ou 2 mois, vous les cumulez, ben, ils ont largement dépassé les 6 mois. Et ils se sont dit, si on après les 6 ou 7 ou 8 mois, nous donnons les institutions telles quelles et nous n'avons pas touché, par exemple, à la réforme judiciaire, mais quand ça va recommencer? Du coup, ils ont rajouté le volet judiciaire. Et après, ils se sont dit, mais attendez, la population, il faut bien quand même qu'elle puisse manger. Et on a des dettes, donc on va peut-être honorer une partie des dettes maliennes dans des bonnes conditions en refaisant une revue de nos matières premières, par exemple, pour pouvoir accéder à des crédits, pour pouvoir payer un certain nombre de choses, et tout simplement pour savoir ce que nous avons comme richesse. Oui. Ça vous demande un certain nombre de temps. Donc quand vous additionnez tout cela, je pense, en tout cas c'est comme ça en tant qu'expert je vois le problème, vous arrivez à un chiffre. Certains l'ont calculé autrement, parce qu'il y a certains qui sont arrivés à 8 à 10 ans, je dis bien, oui, 10 ans, et certains sont arrivés à 5, 6, 4 ans. Le gouvernement a pris et allait proposer 5 ans, ça a été négocié et c'est devenu 4 ans. Donc aujourd'hui, votre question est tout à fait pertinente, nous sommes entre 6 mois et 4 ans. Donc le problème n'était pas de faire des sanctions, ni contre le gouvernement, ni contre le peuple malien. Et ça, c'est un reproche que je fais à tous ces acteurs, d'abord les chefs d'État africains au niveau de la CEDEAO, qui ont surréagi, peut-être téléguidés de l'extérieur, et bien sûr de la France, qui elle aussi est allée attirer l'Union européenne, voire les Nations Unies, voire l'Union africaine dans cette histoire. Sans compter bien sûr l'Union européenne et la CEDEAO. Maintenant, ils sont tous excités, chacun s'est envoyé des noms d'oiseaux, mais tout le monde est calme. Et qu'est-ce qu'ils font? Mais il faut qu'on s'assoie, comme le Mali l'a demandé depuis la charte de Manding, autour d'un, peut-être pas de baobab, mais pas loin, autour d'une... Ben oui, il faut faire la palabre africaine. J'appelle ça la palabre africaine intelligente. Il faut parler. Mais bien sûr. Vous dites 6 mois, vous CEDEAO, vous la France, vous dites 6 mois. Asseyez-vous et dites-nous ce que vous pensez qu'on peut faire ou vous pouvez nous aider à faire en 6 mois. Dites-nous. Et quand vous constatez, dans les 6 mois, ce que la CEDEAO veut, elle ne peut rien faire. Elle ne veut que des élections. Et des élections souvent bâclées. Parce que la CEDEAO n'a aucune leçon à donner à tous les pays africains, surtout dans l'Afrique de l'Ouest là-bas, en niveau des élections que j'appelle, nous, la vérité des urnes. Ils ont systématiquement soutenu ce qu'on appelle, nous, des coups d'État constitutionnels. Le cas de Togo peut même citer, on a un cas d'illégalité et d'anticonstitutionnalité d'un président. Et nous sommes en train de nous créer pour voir. Donc, le problème, quand c'est un coup d'État constitutionnel, la CEDEAO ne dit pas grand-chose. Par contre, quand c'est militaire, ils se soulèvent, et encore, heureusement, ils n'ont pas le Tchad, sinon on pourrait se poser la question pourquoi M. Macron, le président lui-même, s'est levé pour aller adouber un coup d'État militaire, en fait sanglant, puisque M. Ebi est mort. Donc, revenons à votre question sur le fond. Il faut savoir qu'est-ce que nous mettons dans la transition. Parce que si la transition est bâclée, ce qui a été à l'origine des problèmes du Mali va continuer. Si vous ne maîtrisez pas les frontières militairement,
vous serez envahi par des gens, vous ne savez même pas d'où ils sortent. Si vous ne savez pas ce que vous avez dans le sous-sol, vous ne savez même pas à quel point vous êtes riche et ce que vous pouvez en faire. D'autres vont venir le prendre sans payer, sans même que vous soyez au courant. Donc, ça prend du temps. Oui. Bien sûr, qu'est-ce qu'il est un pays avec ses difficultés, et donc l'ensemble du territoire, 5 fois la France, on ne peut pas du jour au lendemain résoudre le problème. Donc ce sont ces sortes de choses comme ça qui ont été mises en place, et ils ont estimé qu'une partie devait être faite par la transition. Maintenant, il faut qu'un débat, une discussion ait lieu, la palabre, elle doit avoir lieu. Si maintenant le comité qu'ils ont mis en place pour le faire vient à ce niveau pour le faire, tant mieux. Il ne faudrait pas qu'ils le fassent entre eux, il faut qu'ils le fassent avec encore une forme d'inclusivité pour qu'on soit bien au courant qu'ils vont bien dans la bonne direction. Et si alors on s'aperçoit qu'ils vont nous donner du renfort technique, intellectuel, alors oui, on peut passer de 4 à 3, de 3 à 2,5. Pourquoi pas? Mais il faut que le travail qui a été fixé se fasse. Si ce choix ne se fait pas, à quoi ça sert? À quoi ça sert, par exemple, qu'on fasse 6 mois et que le Mali ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il a comme raison? À quoi ça sert que le Mali ne sache pas qu'est-ce qu'il y a au sous-sol? À quoi ça sert si le Mali ne peut pas contrôler ses frontières, que quelqu'un peut prendre l'avion, circuler, repartir, prendre sa matière première, repartir, il n'est même pas au courant? Vous voyez le problème? Oui, mais qu'est-ce que vous dites des Maliens aussi? Il y a des Maliens aussi qui estiment ici au Mali que la transition ne peut pas tout faire. On est d'accord, mais je crois que la transition, elle est bien consciente. C'est pour ça que je vous ai dit, vous savez, dans le cas du Togo, et dans le cas de la plupart des pays, il y a ce qu'on appelle un projet de société qui doit être commun à l'ensemble de la population. C'est ça qui a manqué fondamentalement. Parce que dans le projet de société, il y a beaucoup de volets. Nous, dans nos activités, nous en avons en gros une, mais vous pouvez en avoir plus ou moins. La réalité est que si vous faites une transition, il vous faut au moins environ 4. La sécurité, la justice, tous les éléments sanitaires, la santé, parce qu'il y a quand même le virus qui est là, etc. Et la bonne gouvernance de manière générale, l'économie. Parce qu'il faut quand même que les richesses continuent à se créer. Donc les 4 volets là, vous ne pouvez pas trop les oublier. Et si, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas des institutions. Donc vos institutions doivent être réajustées. Et ce que je viens de dire, mon ami, ça ne fait pas 6 mois. Il faut déjà en tout compter dans les 18 à 24 mois, en moyenne. 18-24 en moyenne, si on veut le faire sérieusement. Pourquoi? Et pourquoi les militaires, alors, ont 2 fonctions? Ils ont la fonction militaire territoriale, oui, mais ils ont maintenant une nouvelle fonction que les gens ont tendance à oublier. Celui de garant d'une sorte de, disons, de mise en œuvre de cette transition pour tous. Ce que j'appelle, moi, les patriotes. Et ce qui n'a pas été le cas dans beaucoup de pays avant. Si vous le faites en 6 mois et que, bon, vous partez, ça veut dire qu'en gros, oui, le militaire accepte de rentrer dans ses casernes et puis, bon, elle laisse ça à des civils. Mais ce sont les civils qui étaient là quand on a vu tout le problème du Mali. Ce n'étaient pas les militaires. Donc, le procès, il doit être discuté. Personne n'a envie d'avoir des militaires au pouvoir dans aucun pays au monde. Ça, on est d'accord. Personne ne veut un coup d'État, encore moins un coup d'État militaire ou un coup d'État constitutionnel. On est aussi d'accord. Sauf que la situation ne s'est pas passée comme ça. Parce que, encore une fois, s'il y avait eu des succès militaires dans ce qui s'est passé au Mali, je ne vois pas pourquoi des militaires vont se lever pour venir prendre le pouvoir. D'accord. Et d'autant plus que ces militaires ont vu leurs frères d'armes être tués à côté d'eux sans pouvoir broncher. D'accord. Donc on va essayer d'avancer. On est presque à 30 minutes. Donc maintenant, finalement, par la suite, l'évolution, on a vu que les fonds du Mali ont été gelés. Donc les fonds au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors ça veut dire quoi les fonds gelés pour le Mali? Alors, le fonds gelé, c'est que vous m'amenez à parler un peu de la zone franc. La zone franc est un système monétaire qui a été mis en place par la France, notamment en 1945, et parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est un système que les Allemands appliquaient à la France. Et la France devait en fait mettre une partie de son argent de côté pour l'Allemagne. Quand on parlait d'ailleurs de nazisme monétaire à l'époque, et l'Allemagne estimait que c'était son dû et que la richesse française en partie devait lui revenir. Quand la guerre s'est terminée, ce système aurait dû être détruit, annulé, stoppé. Ce qui était fait d'ailleurs pour la France et entre la France et l'Allemagne, sauf que la France a gardé la partie africaine. Et c'est ça qui est la zone. Mais historiquement,
notamment des institutions. Je peux vous informer, j'ai même fait un petit livre là-dessus. Vous remontez jusqu'à 1853 avec une banque qui s'appelle la Banque du Sénégal, dans laquelle les actionnaires, tenez-vous bien, sont des gens qui étaient des vendeurs et des propriétaires d'esclaves noirs. Et l'État français qui avait signé en 1848 l'abolition de l'esclavage avait demandé à ces gens de libérer les esclaves noirs. C'était à Saint-Louis et ils ont refusé. Et donc il y a eu un calcul savant que j'ai détaillé dans un livre et qui a permis de donner cet argent à ces propriétaires d'esclaves. Au moment de payer les propriétaires d'esclaves, l'État français, je dis bien l'État français, a refusé de payer et a transformé cette créance, cette dette en fait envers les propriétaires d'esclaves en action de la première banque qui s'appelle la Banque du Sénégal, 1853, qui était uniquement faite de propriétaires d'esclaves et qui ont pu ainsi bénéficier. C'était une banque en même temps commerciale, en même temps d'émission, et qui, jusqu'en 1901, devenue la Banque africaine occidentale, a évolué et a donné aujourd'hui, bon an, maintenant, les banques centrales. C'est très vite résumé, c'est un peu plus complexe que ça. Bien sûr, bien sûr. Et donc, à partir de là, j'essaie de vous montrer toute cette affiliation entre l'esclavage, les exploitations, qui sont maintenant spécialisées dans le domaine financier monétaire. Sans oublier ce que je vous ai dit sur la guerre, où la France, pendant très longtemps, jusqu'à très récemment, prenait une ponction de nos richesses tout simplement. On va aller dans le détail tout à l'heure, mais la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, comme la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, ont pour première fonction de satisfaire ce que demande le Trésor français. Et le Trésor français, en contrepartie, en gros, nous permet cette monnaie, ce papier, monnaie, franc CFA, de le convertir dans une devise qui est l'euro ou d'autres devises dans le monde. Donc, tant qu'on n'est pas sorti de cette convertibilité, alors nous sommes quelque part toujours soit esclaves, soit dépendants des bons vouloirs de la France actuellement. Et à partir de là, cette banque centrale, elle peut unilatéralement, ce qui est d'ailleurs illégal, décider que les avoirs que le Mali, dont les biens du Mali, l'argent du Mali déposé là-bas, peut être bloqué. Alors, suspendu, bloqué, ça veut dire que le titre de propriété reste malien. Donc, c'est l'argent des Maliens. Absolument. Il ne peut pas l'utiliser. Il ne peut pas l'utiliser, en aucun cas. Il ne s'agit pas de l'utiliser, il s'agit de faire pression sur le Mali. Sauf que si le Mali trouve d'autres partenaires qui savent qu'à moyen ou à long terme, cet argent va être débloqué, une fois qu'ils ont résolu leur problème, et que cet argent va revenir, quelqu'un d'autre peut prêter au Mali pour la somme qui est là-bas. Et à l'avenir, le Mali va décider de ne plus mettre son argent là-bas, va donc le mettre ailleurs. Donc vous voyez qu'il y a déjà deux alternatives. L'emprunt à partir de l'argent qui était déposé, et deuxième alternative, écoutez, d'autres qui veulent soutenir le Mali vont faire l'effort pour prêter le Mali juste pour faire justement la transition. Vous voyez? Donc il y a déjà deux espaces. Maintenant, est-ce que l'acte est légal? Moi, je pense, et les textes le disent, c'est illégal. C'est une décision unilatérale d'ingérence dans les affaires internes d'un pays. Et la première règle de l'Union africaine et des États de la CEDEAO et de l'UMOA, c'est de ne pas s'ingérer dans les affaires du voisin. C'est une coordination. La Banque centrale est une coordination. On coordonne l'ensemble des fonds, des richesses africaines qu'on met à la disposition de la France, qui décide ou pas de les convertir ou pas. Voilà, en gros, pour résumer. Bien sûr, je vais très vite. D'accord. On peut aller dans le détail, mais le temps nous manque. Mais maintenant, à court terme, est-ce que si ça continue comme ça, est-ce que le Mali pourra s'en sortir à court terme, à long terme, à moyen terme et long terme? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Est-ce que le Mali pourra tenir? Alors, moi, la réponse est oui. La raison est la suivante. C'est que si vous dites que le Mali ne peut pas tenir, ça veut dire qu'il y a un embargo total. Tous les pays autour du Mali ont dit oui à cet embargo, ce n'est pas le cas. L'Algérie, la Mauritanie, la Guinée, pour ne citer que les trois, officiellement. Et puis, vous avez les pays qui ont mais qui, en dessous, continuent à travailler avec le Mali. Et oui, c'est ça l'Afrique aussi. Il y a des gens qui se sentent obligés, qui sont sous pression de la France ou d'un tel pays, qui vont dire oui, ils vont signer, mais écoutez, le patronat de ce pays qui vendait, qui échangeait avec le Mali, qui avait besoin de l'or aussi du Mali, le carité du Mali, écoutez, il va continuer à faire son business. Comment? Il peut continuer en passant à gauche et à droite, en soudoyant, vous savez, les frontières sont poreuses, ou tout simplement passer par les pays qui n'ont pas bloqué. Donc, si vous prenez votre marchandise, vous passez par la Mauritanie, vous passez par la Guinée, ben vous rentrez au Mali.
sans aucun problème, sans aucun blocage. Le blocage sera physique, c'est-à-dire que les routes ne sont pas en très bon état, bon, vous allez mettre un peu plus de temps, et la conséquence, c'est l'inflation. Les prix vont augmenter, il va y avoir un petit peu de pénurie ici et là, mais il faut un certain temps d'adaptation pour que vous trouviez des nouveaux circuits de marché. Le problème, c'est pour ça que je pose la question, si on a sanctionné le Mali, en réalité, on sanctionne les pays qui faisaient beaucoup de commerce avec le Mali. Et du coup, ces pays vont perdre leur marché. Le patronat de ce pays va perdre son marché avec le Mali. Et si le Mali trouve une alternative avec quelqu'un d'autre, et peut-être même moins cher pour acheter, est-ce que vous pensez que le Mali, une fois que la crise est terminée, va retourner dans le pays qui était trop cher et qu'il a laissé tomber? Certainement pas. Ouais, ça c'est clair. Moi, je pense que les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas beaucoup réfléchi. Ils ont pensé que la pression qu'ils font d'habitude va s'exercer relativement vite. Ils ont oublié que le Mali avait des réserves d'au moins 6 mois à 8 mois, ce qui lui permettait de respirer quand même, que le Mali avait des alternatives. Ça, on a parlé du court terme, on verra pour le long terme après, qui existent. Et enfin, certains pays, tout simplement, qui n'ont pas signé et qui ne veulent même pas respecter. Donc, moi, je pense qu'il y aura quelques difficultés, il y aura de l'inflation, oui, et le patronat même des pays dans lesquels la sanction fonctionne vont faire pression sur leur propre gouvernement pour stopper ça. Et ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, je pense, les discussions sont en cours pour écouter, faites quelque chose rapidement, vous aussi, et que puis on arrête ça rapidement, et puis que le tout redevienne comme avant. Et je pense que c'est ce que dit la charte demandée, si on s'assoit autour du baobab, et donc qu'on fasse la parade africaine intelligente. Mais à long terme, alors, à long terme, qu'est-ce qui peut se passer à long terme? À long terme, c'est encore mieux. C'est encore mieux, parce que maintenant que vous savez que ce qui ne devait jamais arriver, bloquer le Mali totalement, arrive. Vous pensez que les autorités maliennes vont maintenant laisser ce genre de choses encore arriver dans le futur? Non. Donc, moi, je vois 3 choses. La première, c'est un pays musulman. Et donc, le Mali va aller visiter ce qu'on appelle la finance islamique. Dans la finance islamique, il y a 2 grands axes. L'axe, on vous fait d'un don. L'axe, on vous prête sans intérêt ou avec très peu d'intérêt parce que vous êtes des frères, vous êtes des sœurs. Et dans ce cas-là, écoutez, on vous aide. Et c'est tous les pays arabes concernés, dès lors que vous êtes à peu près dans la même mouvance ou dans la même, disons, croyance. Si le Mali explore cela, vous allez voir que vous vous retrouvez avec des prêts de moyen à long terme à des taux relativement faibles, voire même à des taux négatifs. C'est la grande option de la finance islamique. Et jusqu'à nouvel ordre, la France n'est pas islamique. La France ne s'intéresse pas trop à ça pour le moment. Et donc, du coup, la France ne va pas pouvoir aller bloquer quoi que ce soit là-dessus. Donc, ça vous donne une respiration beaucoup plus intéressante. La deuxième, peut-être il y a des contreparties, il faudrait les discuter, ils vont demander quelques mosquées ici et là, quelques formations, mais ça peut négocier. S'il y a des mosquées, il faudrait s'assurer que les imams soient des imams maliens. Absolument. Pour éviter ce que vous pouvez savoir, que ça vient de l'extérieur, qu'on vous envoie vers des choses qui ne vous intéressent pas. De toute façon, l'islam malien est un islam pacifique. Donc, cette base va rester. La deuxième chose, moi, je pense plus intéressante, c'est les pays comme la Russie, c'est les pays comme la Chine, la Turquie, je peux en citer d'autres. Ces pays-là ont d'autres objectifs à moyen et long terme, stratégiques. Ils constatent aujourd'hui que quand on va à l'ONU, s'ils ont aidé le Mali, il est forcément qu'eux aussi, s'ils ont besoin du Mali, le Mali va voter pour eux. Donc, ces alliances-là ne vont pas changer du jour au lendemain, parce que vous êtes devenus des alliés, disons, au plan politique, mais au plan économique, et même au plan militaire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, il va y avoir aussi du commerce entre ces 2 pays, entre tous ces différents pays avec le Mali. Et on n'est pas obligé de passer par le franc CFA du tout. Ils ont leur propre monnaie. On peut faire de la compensation, la Chine est très experte là-dedans. À moyen et long terme, puisque vous échangez régulièrement des biens, pourquoi vous voulez que l'argent circule? Je vous donne, je dis n'importe quoi, tant de kilos d'or, vous me faites 3 ou 4 ou 5 routes, on est quitte. Pourquoi vous voulez que ça passe par le franc CFA? Donc ce genre de choses va se développer. Et rapidement, des comptes vont être ouverts en Chine pour déposer justement physiquement, par exemple, l'or, des choses que le Mali a, voire ce qu'on appelle les nouvelles richesses, les métaux rares, les terres rares. Les terres rares. Du coup, l'uranium tout aussi. cela va échapper. Tout cela va échapper aux banques centrales. Donc, va échapper à la France. Donc, ça vous ouvre encore de nouveaux espaces pour pouvoir avoir des emprunts qui vont être réinvestis dans quelque chose qui va créer de la valeur, créer de la richesse au Mali, de l'emploi, et bien sûr, faire tourner cette économie. Alors, il y a quelque chose, beaucoup de gens ne savent pas. Je suis allé chercher un tout petit peu, mais quels sont les premiers grands partenaires du Mali? Et je ne vous cache pas que moi-même, je m'attendais, les pays européens,
la France, des pays comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous saviez que le premier poste de partenaire en exportation, en millions de dollars, c'est les Émirats d'Arabes Unis. Ah, les Émirats. Un pays, donc, oui, c'est un pays musulman. Vous pensez que si vous demandez à ce pays de vous aider au niveau de la finance islamique, il va vous dire non? Alors qu'il a il a plus de, pour dire la réalité, plus de 1,5 milliard d'exportations avec ce pays, entre le Mali et ce pays. En 2020, pour être précis. Donc, il faut visiter les Émirats Arabes Unis et voir qu'est-ce qu'il peut. Deuxième que je peux mettre sur la liste, vous serez étonné aussi, c'est la Suisse. La Suisse. Les petits pays comme le Liban. Ces pays, bien sûr, c'est l'or qui les intéresse. Mais écoutez, l'or, quand vous le déposez, ça ouvre droit à des emprunts, non? Ça ouvre droit à des crédits. Il faut les négocier. Le troisième, l'Afrique du Sud. On regarde au sud. Et il faut négocier avec l'Afrique du Sud. Écoutez, monsieur l'Afrique du Sud, il faudrait faire peut-être un effort pour qu'il n'y ait plus de mercenaires qui soient recrutés sur le sol sud-africain pour venir au Mali. Voilà pour le côté militaire. Mais en même temps, l'Afrique du Sud n'est pas pauvre. Donc, les espaces de crédit peuvent être là et peuvent vous soutenir. Et le Mali ne le sait pas. Il y a un pays comme le Bangladesh, tout pauvre. Pourtant, vous avez des grandes relations avec le Bangladesh. Et l'Australie qui récemment avait un grand contrat avec la France et qui a annulé ce contrat avec les Américains pour mettre la France par terre. Et bien sûr, ça n'a pas été fait dans les bonnes conditions, mais le contrat n'a jamais été remis en place. Donc si vous retournez un petit peu du côté de l'Australie et que la France avec l'Australie, c'est pas tout à fait le grand amour, je pense que vous pouvez aussi trouver quelque chose de ce côté-là. Donc voici quelques pistes, des choses qui ne viennent pas nécessairement à l'idée au départ, qui pourraient beaucoup aider le Mali, notamment dans les transferts de technologie, le savoir-faire, agriculture, agroalimentaire, industrielle et autres. Voire même le commerce tout simplement. D'accord, donc le Mali a de l'or, voilà, le Mali a de l'or, des terres rares, de l'uranium. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ça, Alors justement, avant de répondre à votre question, vous avez dit quelque chose, mais vous ne pouvez pas le préciser. C'est-à-dire que vous ne savez pas la quantité. Vous ne savez pas la quantité. Bien sûr, bien sûr. Donc il faut absolument, donc il y a des gens qui ont des satellites pour ça. Le Mali n'a pas de satellite, l'Afrique même. Alors vous voyez avec des pays qui les ont, la Russie, la Chine, vous obtenez ces satellites qui arrivent maintenant à identifier un certain nombre de choses au sous-sol et vous les comparez. Et si jamais ce que vous allez comparer venant de vos nouveaux partenaires, chinois, russes ou d'autres, avec ce que vous avez eu auparavant, la France ou l'Union européenne, et que ça ne correspond pas, il y a problème. Pour être clair, si vous avez constaté que vous avez des réserves de 20 ou 40 tonnes d'or au Mali, après les informations que vous aviez dans le passé, donc essentiellement des pays européens, et qu'aujourd'hui, on annonce des 200, des 300, il y a quand même un gros problème. Il y a un gros problème d'information. Donc, cette quantité nouvelle que vous avez et vous découvrez pose deux problèmes. D'abord, si cette quantité existe aujourd'hui, elle existait par le passé. Donc, la différence entre ce qu'on vous a annoncé et la différence qu'on a utilisé, qui c'est qui les a utilisés? Donc, il y a un problème de corruption là-bas, quasiment au niveau d'un État. Et l'autre côté, si c'est vrai que les nouvelles données sont officialisées par vos propres partenaires, ces partenaires doivent pouvoir vous aider financièrement à mettre soit de l'argent, soit des éléments militaires, en tout cas un rapport de force en votre faveur. Vous négociez en fait tout simplement ce que vous souhaitez à partir de cela. Parce qu'après tout, l'argent, c'est la confiance. Donc, à partir de ce moment où vous êtes crédible, le gouvernement devient crédible. Je vous garantis que n'importe qui dans le monde, si vous savez ce que vous voulez, il va vous aider. Et d'ailleurs, ça va accélérer la réalisation de ce qui est prévu pendant la transition. D'accord. Mais le Mali, il peut créer sa banque centrale, c'est possible ça? Alors, c'est une très bonne question. Posée comme ça, la réponse, bien sûr, est oui. La question n'est pas de créer une banque centrale, la question est de savoir est-ce que vous avez les éléments qui vous permettent, une économie qui vous permettent de mettre en place, en fait, tout un système, tout un arsenal et qui va culminer avec la banque centrale nationale, malienne, et ça ne pourra pas se faire, au fond, sans une nouvelle monnaie. Parce que banque centrale, vous en avez une, hein, mais cette banque centrale dépend du franc CFA et donc dépose l'essentiel à la BCAO. Alors, la réalité, c'est que vous parlez plutôt d'une banque centrale autonome, c'est-à-dire avec une autre monnaie qui n'est pas le franc CFA. Et ça, je vais vous répondre à l'envers. Vous dites, est-ce que le Mali peut l'avoir? Moi, je vous réponds,
Est-ce qu'il y a un pays qui s'appelle Mauritanie, qui était avant dans la CEDEAO? Est-ce que ce pays n'a pas quitté la CEDEAO pour créer sa monnaie et donc sa banque centrale? En 1973. En 1973, effectivement. Bon, à partir du moment où un pays voisin qui n'a pas signé les sanctions l'a fait, mais écoutez, le gouvernement n'a qu'à dépêcher une équipe d'experts, nationaux comme internationaux d'ailleurs, pour aller discuter comment ils se sont pris, comment ils ont mis en place, qui les a aidés. Et jusqu'à nouvel ordre, Mauritanie aussi est très musulman, donc vous allez vous comprendre. Et je pense que ceux qui ont pu aider la Mauritanie n'ont aucun problème pour aider le Mali. Donc vous voyez déjà la piste qui répond indirectement à votre question. Pour ça que j'ai dit oui, mais encore faut-il mettre un certain nombre de choses en place. Les délais ne sont pas si longs que ça. Si d'arrache-pied, comme on dit, on s'y met tous. C'est-à-dire ce n'est plus une histoire uniquement du Mali. C'est qu'une fois que le Mali va penser sa banque centrale avec sa monnaie, il faut peut-être qu'elle le pense peut-être avec d'autres partenaires. Et je pense notamment à la Guinée. Mais je pense aussi à d'autres pays d'Afrique centrale. Vous n'êtes pas obligé d'être en proximité pour avoir une monnaie commune. C'est pour ça que j'insistais qu'on ne parle pas de monnaie unique, mais de monnaie commune quand nous allons parler. Vous travaillez avec ceux qui veulent bien travailler ensemble avec vous. Et là, on peut oublier pendant un certain temps l'espace géographique pour aller plutôt vers les espaces monétaires. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Après tout, la France, géographiquement, n'est pas en Afrique, n'est pas à côté du Mali. Qu'est-ce qu'elle vient faire en termes de décision dans un espace monétaire qu'on appelle zone franc, qui jusqu'à récemment avait 2 individus français qui avaient un droit de veto dans le conseil d'administration de la zone franc. Il faut le savoir. Bon, ça a été enlevé, mais sauf que ça a été remplacé par des experts français. Donc je me demande s'il y a une grande différence entre les deux. Mais de toute façon, je vous dis, il faut que le Mali ait en fait une monnaie et une banque centrale, où quand le Mali décide de quelque chose, quelqu'un d'autre ne décide pas de faire sa convertibilité de sa monnaie. Donc il faut faire sauter avec la France. Il faut faire sauter. Et c'est ça la convertibilité du franc CFA avec la France. Et là, la France, jusqu'à nouvel ordre, n'en veut pas. Autrement dit, il faut que les gens, quand vous décidez au Mali d'aller acheter un équipement pour une machine à coudre en Chine, l'argent, vous l'avez, vous le transférez à votre banque commerciale qui l'envoie à la banque centrale. La banque centrale, c'est la BCAO, en fait, téléphone, je le fais simplifier. Téléphone au Trésor français, est-ce que j'ai l'autorisation de convertir le franc CFA de l'individu privé ou public malien en euros, qui demain va se retrouver, si c'est chinois en yuan, si c'est telle monnaie dans telle autre monnaie, dollar, pour acheter cet équipement. Et vous savez ce qui se passe? Il se passe quelque chose que vous ne voyez pas aujourd'hui, que le patronat malien doit certainement connaître. La France peut dire oui, c'est le plus simple. La France peut faire pression. Ah, mais pourquoi vous voulez acheter en dehors de la France? Donc on peut, qu'on ne convertit pas et qu'on vous oblige à acheter une machine française. Sauf que si la machine française coûte 20 et que la machine chinoise coûte 2, et bien voilà, donc vous vous retrouvez à acheter très cher en France, donc la compétitivité française ne suit pas. Et pourtant, on va vous imposer cela. Alors imaginez par exemple pour le métro, comment faire en Abidjan, ou bien des grandes infrastructures, ça peut revenir très très cher pour un pays, donc ça vous empêche de faire votre gouvernance économique en interne, et donc être compétitif et voire économique dans votre gestion interne. Et c'est ce qui s'est passé pendant des années, des décennies. Et c'est ça qu'en fait le coup d'État, auquel le coup d'État a mis fin. En réalité, c'est de ça. Et c'est pour ça que la convertibilité est fondamentale pour la France, mais pas du tout pour les Africains. Vous voyez? C'est pour ça que si ce n'est pas réglé. Et en même temps, je vais vous dire un petit secret, c'est qu'il y a une contradiction dans tout ça. Parce que nous sommes dans la même zone monétaire. Le franc CFA étant imprimé à l'euro, c'est-à-dire que c'est fixe, la parité est fixe, nous sommes dans la zone euro. Si nous sommes dans la zone euro, vous savez que quand vous faites une transaction entre l'Autriche qui est dans la zone euro et la France, cette transaction bancaire est gratuite. Elle est gratuite. Pourquoi cette transaction en France et Bamako n'est pas gratuite? Pourquoi nous passons par les structures, Western Union, machin, et chaque fois on nous prend, on nous ponctionne de l'argent? Ça, sincèrement, au plan macroéconomique, c'est du vol. C'est une ponction sur l'épargne
essentiellement de la diaspora malienne d'ailleurs, mais en général des Africains, dans les deux sens. Dans les deux sens. Ouais. Donc là, vous avez parlé d'arrimage. Vous avez parlé d'arrimage du franc CFA. L'arrimage du franc CFA à l'euro, c'est quoi l'arrimage? Mais écoutez, pour le faire le plus simple possible, c'est que vous vous êtes pris un fil et vous êtes lié avec quelqu'un d'autre. D'accord. Et quand vous vous êtes lié, vous avez choisi de vous lier à une monnaie qui s'appelle l'euro. Oui. Et vous avez décidé en plus que le taux est un taux fixe. Donc, 1 euro aujourd'hui au 655, je crois 95. 655,957 francs, oui, c'est vrai. Et avant, c'était avec le franc français. Oui. Donc, normalement, quand le franc français a été dissous dans l'euro, le franc CFA aurait dû disparaître. Absolument. Et nous aurions dû avoir ce que moi j'avais appelé dans un papier une fois l'euro CFA. Mais ça supposait à l'époque que tous les membres de l'Union européenne rentrent au capital de la zone franc et donc sont membres du conseil d'administration. Et la France a refusé. Pourquoi? La France dit mais non, c'est moi qui garantis, c'est le ministère des Finances, donc le Trésor français qui garantit, c'est pas vous, c'est pas le gouvernement dans sa globalité, c'est le Trésor français. Donc en fait, la France a dit qu'elle nous faisait des crédits. Si nous sommes gentils, si nous gérons bien, elle nous fait crédit. Et tout ceci était basé sur le fait que la Banque centrale avait pour objectif de stabiliser en fait les prix et donc de faire en sorte que l'inflation soit plutôt faible. Sur ce plan, il faut reconnaître la Banque centrale a fait du bon travail. L'inflation officielle en tout cas est toujours au bas dans la zone franc. Dans la réalité, vous voyez, les prix ont monté de partout. Voilà. Alors, cet arrimage, attendez, c'est un problème parce que cet arrimage nous empêche, nous, Africains, en tant que gouvernement, d'avoir de la flexibilité dans la gestion monétaire. Et là, il faut le faire sauter. C'est pour ça que moi j'étais expert pour l'Union africaine en termes d'économie, on avait proposé justement le panier de monnaie. Pourquoi? Panier de devises. Si vous êtes lié qu'à une seule. Le panier de devises, oui, absolument. Si vous êtes lié qu'à un seul, l'euro, si l'euro fait sa politique pour l'euro, la Banque centrale européenne fait la politique pour les pays européens. Absolument. Pas pour les pays africains. Donc, nous faisons que subir. D'ailleurs, nous ne représentons pas grand-chose, c'est 2%, quelque chose comme ça, dans l'ensemble de la masse monétaire européenne. Donc, on ne représente pas grand-chose. Donc, le fait qu'on sorte d'ailleurs ne va pas leur poser un grand problème. Le problème, c'est plutôt pour la France. Vous voyez? Donc, je ne sais pas pourquoi les chefs d'État n'ont jamais voulu décider réellement de le faire. Et c'est quand le projet ECO-CEDEAO était en place, c'était ça l'objectif. Mais ça a été torpillé, piraté, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais ce n'est pas perdu. Donc, je pense qu'avec le départ tôt ou tard en Côte d'Ivoire, ou l'arrivée de quelqu'un d'autre, tout ceci va reprendre sa route parce que personne ne peut stopper la trajectoire africaine vers le fait qu'elle retrouve sa prospérité. Donc, il y a certaines personnes qui estiment que le fait que nous soyons arrimés au franc CFA, à l'euro, que le franc CFA soit arrimé à l'euro, certaines personnes estiment que lorsque l'euro s'apprécie, le franc CFA s'apprécie aussi. Donc, du coup, ce n'est pas facile pour les zones CFA pendant cette période d'appréciation de l'euro. C'est ça? C'est juste? Non. Il y a deux choses. Alors, d'abord, est-ce que c'est vrai que quand l'euro s'apprécie, le franc CFA s'apprécie? Ben oui, puisque en fait le franc CFA n'existe pas. Il faut que les Africains sachent que le franc CFA dans la tête d'un Africain, c'est sa monnaie. En réalité, ce n'est pas sa monnaie. C'est un papier monnaie, d'ailleurs fabriqué en France, Chamalia et je crois autour de Bordeaux maintenant. Et de là-bas, on vous l'envoie. Pour ce qui est de notes, c'est pas les billets et pièces. Le reste, c'est la monnaie, les chèques et autres. Maintenant, comme ça appartient à quelqu'un d'autre, il peut décider de ce qu'il veut. Et il vous met à disposition ce qu'il veut. Et d'ailleurs, à ce titre-là, nous sommes une zone, la zone franc, qui, justement, est bloquant pour la mise à disposition de crédit pour les entrepreneurs et pour le patronat. Ça, je le dis chaque fois que je fais mes conférences avec le patronat. Ce n'est pas normal. Nous sommes autour de 110, je crois maintenant, tout le monde est autour de 110, 120. Bon, alors, mettons ça de côté. Alors, oui, quand ça s'apprécie, déjà, je viens sur la deuxième partie de votre question, ça dépend de qui. Si vous exportez vers l'extérieur, et en plus, vous exportez des matières premières non transformées, donc il y a le minimum de valeur ajoutée. Si votre monnaie s'apprécie,
il se trouve que votre prix de vente de café cacao va s'apprécier. Donc, vous allez certainement rentrer plus de devis, ce qui peut vous arranger. Mais si vous êtes en compétition, le même café cacao, il y en a aussi en Amérique latine, il y en a aussi en Asie. Et eux, ils peuvent ajuster leur monnaie, ou tout simplement rendre une monnaie en termes de parité plus faible, mais les gens vont décider d'aller acheter plutôt là où ça leur revient moins cher. Moins cher. Mais plus vous allez avoir une monnaie, disons, en termes d'appréciation élevée, plus vous aurez des difficultés à être compétitif sur le marché international. Et donc, ça vous oblige, vous, à faire des baisses dans votre système de production. Généralement sur les salaires, ils sont déjà relativement bas. C'est des coupes budgétaires. Et c'est tout ce qui va avec. Voilà. Donc, tous ces éléments font que vous n'arrivez pas, en fait, à vous structurer pour, en fait, maîtriser votre industrialisation. Et donc, il faut que pendant une période au moins, moi, j'avais estimé entre 10 et 12 ans ou 15, cette période de monter vers une certaine industrialisation où votre valeur ajoutée manufacturière, c'est-à-dire la partie de la création de la richesse qui est liée à la transformation, cette partie-là, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas être arrimé à une monnaie fixe. Vous devez être avec une monnaie qui soit flexible, soit un panier de monnaies. Parce que si vous abusez l'euro, le dollar, les yuan, les principales devises fortes aujourd'hui, vous allez tempérer ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, je vous invite et je vous apporte une information que vous devez peut-être savoir. Est-ce que vous savez qu'en termes de compte, la Banque africaine de développement a une unité déjà qui fonctionne sur cette base qu'on appelle l'unité de compte. C'est vrai, l'unité de compte, c'est vrai, le UC, c'est vrai. Est-ce que vous savez que le Fonds monétaire international a quelque chose de similaire qu'on appelle le DTS, le droit de tirage spéciaux? Donc, ce n'est pas que ça n'existe pas. Pour le moment, c'est plutôt des monnaies qui sont utilisées pour compter, pas tellement pour payer, mais pour compter. C'est vrai. Quoique, avec la DTS, liée à des réserves, on a pu faire des prêts récemment. Bon, la Banque africaine n'est pas encore allée jusqu'à ce niveau-là. D'accord. Je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui empêche l'ensemble de l'Afrique déjà d'avoir cette monnaie commune et autour d'un panier de monnaie avec lequel on peut faire des opérations. C'est seulement, il n'y a pas de volonté politique en Afrique, c'est ça le fond du problème. Ou plutôt, les volontés politiques sont là, mais sont souvent bridées, bloquées par d'autres gens qui ont d'autres intérêts avec des partenaires étrangers. Donc, il nous reste juste quelques minutes. Très rapidement, en fait, ce que j'aimerais savoir, la contribution de la diaspora malienne, est-ce qu'elle compte beaucoup réellement? La diaspora compte. Elle n'est pas trop importante. Je n'ai pas directement les chiffres devant moi, mais je crois que pour le Mali, je ne veux pas dire de bêtises, mais malheureusement, ce n'est pas 50%. Le budget de l'État dépend de beaucoup plus d'autres choses, l'import-export, le solde du commerce extérieur, bien sûr, toutes les matières premières qui sont vendues. Donc la diaspora, moi, je l'estimerais sincèrement, avec tout ce qui passe aussi, qui est non comptabilisé, pas plus que 12 à 15%. Oui, parce que les gens comptent beaucoup là-dessus. Souvent, on me dit que ce que la diaspora, elle donne, on estime que c'est beaucoup plus que l'aide au développement. Ça, c'est juste. Mais seulement, attention, il faut savoir ce qu'ils mettent exactement dans l'aide. Parce que si vous mettez les armements militaires dans l'aide, vous êtes sûr que ça ne va pas fonctionner. Mais si vous mettez ce qu'on appelle la consommation courante des ménages, c'est très juste. Parce que l'essentiel, quand un Malien reçoit de l'argent, un salaire, vous savez qu'il met plus de 70% d'abord dans la consommation. Alors que normalement, il ne faudrait pas qu'il dépasse dans les 40-50, pour le reste, il passe dans l'investissement. Donc, c'est déjà un problème. Le style-là n'est pas suffisant, donc il passe l'essentiel là-dedans. Et je n'ai pas rajouté vraiment les dépenses de santé, etc. Donc ça, il va falloir revoir ça. Alors, pour revenir à la diaspora, c'est que la diaspora a un lien direct. Quand la diaspora prend de l'argent quelque part et l'envoie, ça vient directement chez un individu, chez sa famille, chez son village, et ça donne un résultat relativement concret. Il suffit de prendre le WhatsApp ou prendre une petite caméra et vous montrer directement qu'en 2 semaines, le puits a été creusé, il y a de l'eau et les gens boivent. Donc, c'est la première. La deuxième chose, la diaspora, en tout cas, les transferts d'argent de la diaspora, personne ne le dit tout haut. Moi, je vous le dis. Il n'y a aucune conditionnalité. L'aide publique au développement, il y a des conditionnalités. Quand vous le dites ou non, les Occidentaux veulent ce qu'ils appellent le retour sur investissement sur leur aide. Mais tout ce qui vient du Fonds monétaire international, ce ne sont que des conditionnalités. Même la Banque africaine de développement, d'ailleurs, en parenthèse. Il n'y a que l'argent de la diaspora qui n'a pas de conditionnalité. Alors, bien sûr,
elle avait tendance à augmenter, mais avec le coronavirus, avec tous ces problèmes qu'on voit ces derniers temps, elle est plutôt en train de se stabiliser. Elle est peut-être même baissée, avec tout les nouvelles formes de travail à distance, etc. Ben, les petits boulots qui n'étaient pas toujours en train de déclarer ici et là vont disparaître ou vont plus être évidentes, en fait. Vous voyez, donc ça va certainement avoir des répercussions sur cet argent-là. Mais je rappelle d'ailleurs que la diaspora, quand on le dit, les gens pensent tout de suite à la France. Ce n'est pas vrai. L'essentiel de la diaspora, en tout cas des gens qui circulent, sont d'abord en Afrique, sont d'abord dans les pays voisins. Donc beaucoup d'argent vient des pays voisins vers le Mali. Donc c'est très important de rappeler ça, parce que la France pense que, en tout cas beaucoup de gens pensent que l'essentiel c'est la France, et ce n'est que la France. Non, pas du tout. L'essentiel des migrations, c'est entre les pays africains eux-mêmes. Donc, en 2018, quand même, on estimait à 538 milliards l'apport de la diaspora, soit 7% du PIB à peu près. D'accord. Voilà, mais vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Donc, si vous avez 7%, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans les 10, 11, 12, comme je vous avais dit, en sachant qu'il faudrait intégrer le côté coronavirus qui a dû le baisser de 1,5. Ouais, d'accord. Et il y a une question quand même que j'aimerais poser qui m'étonne par rapport aux relations entre le Mali, la France et les États-Unis. On a vu que la France, elle nous met la pression, elle fait geler les comptes à travers la BCEAO, elle agit, alors que la BCEAO a pris son indépendance des États en principe. Mais les États-Unis ne font pratiquement rien, ils se mêlent pas trop de notre histoire. Pourquoi cela? Qu'est-ce que vous pensez que c'est Alors, c'est une question extrêmement pertinente. Alors, sachez que les États-Unis se mêlent de tout. Faut pas que vous se mêlent de tout. Ils ont un commandement spécial africain avec des satellites. Et ils sont souvent au courant de tout. Ah oui, donc déjà, commencez par bien ça. Par contre, vous avez raison, ils ne parlent pas beaucoup sur le cas malien, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas sur le cas malien. Ouais. Alors, je vais vous inviter à remonter au premier discours du président Biden, et je vais vous remonter à aussi voir le premier discours de Madame Harris, c'est-à-dire la vice-présidente. Et je vais vous le résumer, il était question que dans le premier mandat, sinon dans le deuxième, l'essentiel des dictateurs et autocrates africains ne seront plus au pouvoir. Je résume, mais en gros, c'est de ça qu'il s'agit. Comment ces dictateurs et ces autocrates ne seront pas au pouvoir, ça, il faudrait le demander aux Américains dans les détails. Il y a plusieurs voies, moyens pour le faire. Donc, si le Mali a considéré qu'il y avait une autocratie ou une forme de dictature qui ne disait pas son nom par personne interposée, notamment la France, au Mali, il est fort probable que les Américains sont plutôt silencieux sur cette histoire. Si les Américains estiment que la France, qui était là depuis très longtemps, a quand même échoué d'abord à rendre le Mali riche, prospère, parce que c'était ça l'objectif, pour que demain, ils puissent faire du business avec le Mali. Voilà, les États-Unis ne sont pas tout à fait contents. Ce sont des pays de business. On veut que vous soyez riches. Toutes les théories de l'ONU sur la pauvreté, ça n'intéresse pas les Américains. Ce qui les intéresse, c'est que vous soyez une classe moyenne et vous deveniez riches. Ah oui, il n'y a que les Africains à tout ce qui se raconte sur le taux de pauvreté a augmenté, a diminué. Non. Quel est le pays qui a pour objectif de devenir pauvre? Non. Quel est le pays qui a l'objectif de sortir de l'extrême pauvreté? Aucun pays au monde. C'est une mystification totale des Africains. Tout le monde cherche à devenir riche à sa façon. Bien sûr, en respect de l'environnement, en respect des populations, etc. Donc l'Africain doit modifier son logiciel culturel, intellectuel, pour dire oui, je suis fier de chercher, m'organiser, à créer de la valeur pour devenir riche. À partir de ce moment, vous pouvez d'égal à égal commercer. Maintenant, les chefs d'État disent on veut d'égal à égal, partenaire égal à égal, mais ils ont oublié l'essentiel, c'est que leur population soit pauvre. Donc les Américains, là où quelqu'un va peut-être ouvrir une poche, une possibilité de faire que les institutions vont être modifiées, pour plus de justice, plus d'équité, pour que demain, le business se mette en place, l'environnement des affaires se mette en place, et que les populations, individuellement, comme collectivement, comme les entreprises, fassent de l'argent, et finalement, fassent bien vivre leur population, vivre ensemble, mais aussi fassent du business avec les États-Unis, ils sont partants. D'accord. Discrètement ou pas. Ce qui m'amène à dire qu'il faut aussi aller faire un tour aux États-Unis pour clarifier cette position avec les Américains. D'autant plus que vous savez que ces temps-ci, dans tous les débats qui ont eu, vous savez qu'il y a eu le dossier entre la France, l'Australie et les États-Unis, où les Américains, alors que la France avait quasiment tout signé, les Australiens ont lâché la France. C'est vrai. Pour les États-Unis. C'est une nouvelle alliance militaire. Qu'est-ce qui est la cause de ça?
Quelle est la cause de cela? Même les Américains ont reconnu d'ailleurs même qu'ils n'ont pas bien fait, mais ils n'ont. Peut-être que les Américains sont un peu déçus de la France. Mais maintenant, docteur Yves Ekwe Amaizo, vous qui êtes économiste, si tout de suite là maintenant le pouvoir en place malien, vous écoutez le Premier ministre, le président de la transition, si vous écoutez pendant ces 2 dernières minutes de l'émission, quel conseil vous leur donniez vous leur donnerez pour ne pas être asphyxié en fait par cette situation qu'on vit à travers la banque, cette saisie de nos comptes? Bon, moi j'aurais plusieurs choses, mais j'en ai 3 presque qui vont vous étonner. Oui. La première, moi sincèrement, je lui dirais de remercier Dieu et de continuer à avoir le soutien de Dieu. Je le dis clairement à une radio officielle. D'accord. Parce que vous savez, il y a un changement qui est géospirituel, pour parler comme ça, qui est en train de s'opérer que les gens ne voient pas. Ce n'est pas juste comme ça. On a eu la période d'esclavage, d'exploitation. Je crois que cette période prend fin et nous quittons cette fausse indépendance politique vers une indépendance économique et donc plus ou moins monétaire, telle qu'on a discuté tout à l'heure. Il est dans cette logique-là. Il est donc un agent qui va permettre cela. La deuxième, c'est qu'il faut quand même résoudre le nerf de la guerre, c'est-à-dire le côté militaire et le côté argent. Le côté militaire, je crois qu'ils sont bien avancés dessus. Le partenariat avec la Russie, il va falloir le renforcer. Ce n'est pas contre la France, contrairement à ce que dit la France tous les jours. Donc moi, je pense qu'il faut peut-être aller vers une mini-conférence officielle, le Mali étant le chef d'orchestre, et invite la Russie et invite la France, si nécessaire à Bamako, et pour discuter cette histoire. On peut le préparer avec des experts, et ils doivent trouver un terrain d'entente. Le Mali est très grand, il y a de la place pour tout le monde pour aider, pour faire sortir ce terrorisme de ce territoire. Il n'y a pas une propriété privée de la France là-bas, ni de la Russie. Ça, c'est la première. Et le Mali n'a jamais dit qu'on ne va pas transformer les matières premières. Ça, c'est pour le côté militaire. Et donc, il faut assurer que le territoire, la sécurité territoriale soit malienne. On ne peut pas faire la partition de ce territoire-là. Ce n'est pas normal, surtout si c'était avec des intentions pour le faire. Et le deuxième, la population est jeune. Il faut trouver de l'emploi, il faut que les gens puissent manger, il ne faut pas que les gens partent en migration, etc. Donc, il faut une gouvernance économique. Vous ne pouvez pas le faire sans les institutions. Donc, il faut une deuxième conférence, cette fois-ci, d'abord avec nos amis, les chefs d'État de la sous-région, pour qu'ils arrêtent de faire des sanctions, parce que c'est une aberration, c'est une illégalité, et qu'ils reviennent à des bons sentiments, tels que le dit la charte demandée, depuis 1200 et quelques, pour qu'ils se mettent derrière, je reviens sur mon mot, si vous n'avez pas de baobab, vous avez la palabre africaine intelligente. Et quand nous allons mettre sur papier, quelles sont les étapes que vous voulez que nous fassions dans la transition? Le Mali a les siens. Le Mali connaît, c'est pour ça que le Mali a donné une date, qui est de 4 ans aujourd'hui. S'ils estiment qu'on peut le faire en moins de 4 ans, il faut qu'ils expliquent au Mali comment ils vont le faire. Donc la balle n'est pas dans le camp du Mali, contrairement à ce que les gens croient. La balle est dans le camp de la CEDEAO qui doit venir faire des propositions pour dire qu'ils peuvent faire en moins de 4 ans ce que le Mali et les gens ont pu dire, la population a pu dire. Et s'ils estiment qu'ils vont enlever des parties importantes, par exemple, tout le système judiciaire, ils veulent le faire après la transition, c'est de l'ingérence. C'est de l'ingérence. Oui. Et de toute façon, il est question dans les textes de la CEDEAO, les textes de l'UMOA, qu'on ne met pas les pieds dans les pays de voisins, sauf bien sûr pour venir l'aider. Ce qui d'ailleurs fait que le Mali l'a déjà explosé. Voilà les 3 grands axes. Le côté d'abord spirituel, le côté bien sûr militaire et le côté économique. Économique, d'accord. Donc, docteur Yves Ekwe Amaizo, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Et très prochainement, on aimerait quand même vous appeler pour parler exclusivement du franc CFA, parler de l'arrimage, de la parité fixe, parler de la centralisation des réserves de change et de la convertibilité, transférabilité du franc CFA, mais exclusivement franc CFA, et puis du franc CFA qui devait devenir l'écho, mais qui, voilà, il y a un écho à Alassane Ouattara et Macron et un écho, voilà. On aimerait dans les jours qui viennent vous inviter par rapport à cela. Et si vous acceptez... Il n'y a aucun problème. C'est moi plutôt qui vous remercie d'avoir pris le temps de venir me demander de m'expliquer sur un certain nombre de choses. Sur la deuxième partie, il n'y a pas de souci non plus sur il y a même tout en cours qu'on donne sur le franc CFA. Par contre, je vous inviterai aussi à ne pas vous focaliser uniquement sur une monnaie qui n'est pas une monnaie africaine. Donc, il y a d'autres formes d'organisation, peut-être qu'on en parlera, qui ne vous obligent pas nécessairement d'avoir une forme monétaire de vos échanges, parce qu'il faut savoir à quoi sert une monnaie. Une monnaie est d'abord pour payer, pour compter, pour faire un peu de réserve et pour échanger. Donc, à partir de ces 4 éléments-là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres formules dans le temps moderne que nous sommes aujourd'hui
avec l'Internet, avec des façons de faire des monnaies électroniques qu'on ne pourrait pas utiliser et qui va peut-être nous faire qu'on va travailler en faisant des échanges électroniques de paiement. Le Kenya est relativement avancé dans ce petit secteur, petit, moyen, et peut-être pour un État dans sa globalité. Est-ce qu'il est nécessaire de toujours compter sur la France pour pouvoir ouvrir un compte en Chine ou en Russie ou ailleurs et qu'on soit obligé d'attendre la convertibilité pour pouvoir faire nos échanges? Parce que c'est ça la vraie question. Donc, moi, je vous inviterai à dépasser le cadre même du franc CFA en tant que tel, parce que ça devient une focalisation, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui, politiquement, si elle est décidée, n'a pas d'avenir. Et de toute façon, si demain matin le Mali prend le sentier ou le chemin qu'a suivi la Mauritanie, je pense que votre question n'aura plus d'actualité d'ici un an. Ouais, c'est vrai. Donc, merci beaucoup, docteur. Merci.